Pour notre gros plan du jour, nous allons parler d'agroécologie, nous allons parler d'agriculture de conservation, de transfert de résultats de recherche avec nos deux invités qui sont respectivement Delal Azouz. Bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Bonjour Delal Azouz, vous êtes de l'IRESA, l'Institution de recherche et d'enseignement supérieur agricole, et nous sommes également en compagnie de notre second invité, Mansouf Ben Hamouda, qui est professeur à l'école d'agriculture du KEF. Bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Bienvenue parmi nous. Nous allons essayer d'éclaircir un peu les concepts afin que nos invités puissent mieux s'orienter dans le domaine qui est le vôtre. Alors vous allez nous parler d'abord d'agriculture de conservation, d'agroécologie, afin que lorsque vous parlerez plus précisément des recherches actuelles, on puisse mieux vous comprendre. Merci. Là, la madame. Ah. Je commence ou bien? Oui, c'est à moi. Bon, actuellement, en Tunisie, on pratique l'agriculture conventionnelle. C'est une agriculture connue et reconnue comme agriculture productiviste qui repose sur trop d'inputs et puis l'exercice économique, il peut être à peine rentable dans la plupart des cas, sans oublier le côté environnemental. Dans l'agriculture conventionnelle, elle est connue jusqu'à maintenant partout dans le monde entier comme agriculture polluante. Surtout sur les produits pesticides, les engrais fertilisants, tels que l'ammonitrate et tout. Ça, c'est l'agriculture conventionnelle. Et puis, l'exercice maintenant pour la plupart des agriculteurs, il est à peine économique. Sauf les agriculteurs qui ont une certaine technicité. Mais la plupart, à peine ils réussissent de couvrir leurs charges. Sans pour autant donner de l'importance à l'environnement. Depuis les années 90, le monde a changé, malgré que certains pays, ils ont changé même leur agriculture et leur agronomie au niveau de la formation ou bien au niveau de la production depuis les années 29-30, lorsque les États-Unis ont eu ce qu'on appelle, je m'excuse pour l'anglais, le Dust Bowl. Donc depuis, ils ont révisé l'agriculture et l'agronomie. Parce que les États-Unis, comme la Tunisie, a connu un modèle européen. En 1886, il y a une loi pour les settlers, ce sont des colons, pour travailler le sol avec le modèle européen. Comme c'était le cas pendant l'époque coloniale en Tunisie, c'est la mécanisation de l'agriculture et puis le travail de sol excessif qui a détruit nos sols sans s'apercevoir. Et l'agronomie actuelle, elle qualifie le labour de sol comme une opération néfaste à l'agriculture et à l'avenir de l'agriculture. Imaginez, en Tunisie, on est en train de vivre sur 5 cm de sol qui est pauvre en matière organique. À l'époque, en 1920, l'époque coloniale, les terres tunisiennes avaient un pourcentage de 5% de matière organique. Actuellement, du Kef jusqu'à Bizerte, on travaille sur du terrain et la moyenne, à peine, elle dépasse les 1,5, 2 dans les meilleurs des cas. Qu'est-ce que ça veut dire, matière organique n'est plus dans nos sols? C'est-à-dire, quand la pluie tombe, il n'y a rien qui la tienne dans le sol. Parce que le sol, en agronomie moderne, c'est le réservoir d'eau. Ce n'est pas les barrages. Donc, il vaut mieux stocker l'eau pluviale dans le sol
que d'aller chercher l'eau pluviale dans le barrage et on va les pomper là où il a eu l'occasion d'avoir lieu sur le sol. Donc, perte de temps, perte d'énergie, et malgré que la Tunisie elle est connue par la politique en eau et la conservation de l'eau, mais ça a coûté cher au pays. Trop cher. Je m'explique. Par exemple, en Tunisie, on avait une politique de conservation d'eau et du sol. L'école anglo-saxonne, elle avance le sol avant. C'est Soil Water Conservation. Donc, Soil First, c'est une autre agronomie. Même la langue, elle a joué un rôle dans la façon de comprendre et de bâtir le rapport avec la pluie. Et personnellement, je trouve que certains vont trop loin et de dire qu'on n'a pas assez d'eau pluviale. Personnellement, je ne vois pas la vérité de la sorte. Parce que si l'Australie a une agronomie qui permet un parcours pour les bovins, les vaches, avec 100 mm d'eau, la Tunisie, au Kef, avec 400 mm d'eau, on n'a pas de parcours. Donc, qu'est-ce qui change? La pluie, c'est la pluie. Ce qui change, c'est que les agriculteurs ont un rapport qui diffère des agriculteurs qui se trouvent ailleurs. Ils ne sont pas plus intelligents, mais la formation des agriculteurs dans un pays comme l'Australie, c'est des agriculteurs qui font la recherche pour l'université. Donc, on s'est dit, il y a un petit problème quand même. Il y a la pluie qui n'a pas trop changé, juste la variabilité au sein de la campagne agricole qui a changé un tout petit peu, mais c'est notre rapport avec la pluie. Comment on gère, on fait le management du pluvial. Dans ce sens-là, on a réfléchi et dire qu'est-ce qu'il a changé dans le sol tunisien depuis 1910. C'est la matière organique, c'est la colle organique. La colle qui fait les agrégats du sol et empêche en grande partie l'érosion. Dans des pays où ils ont changé la formation agronomique et bien sûr la pratique agricole, et avec 2000 mm d'eau dans l'état de Paraná au Brésil, sur le plus grand... Ah. Oui, je vous écoute. S'il vous plaît, allez-y. Voilà. Avec plus de concision, si possible, parce que ce n'est pas un cours magistral, c'est une émission de radio. Oui, d'accord. Si on ne peut pas avoir de l'érosion avec 2000 mm d'eau, il ne faut pas avoir de l'érosion avec quelques millimètres en Tunisie. Il suffit d'aller vers Célienne et le Kef avec 15 mm d'eau en une journée, aller observer nos sols. Donc voilà l'idée de prendre ou bien de se diriger vers l'agriculture de conservation. Merci beaucoup. On va revenir sur ce concept d'agriculture de conservation avec nos invités Dalel Azzouz et Mounsouf Ben Hamouda dans un petit instant. Pour l'heure, prenons une parenthèse musicale avec successivement Nana Mouskouri et John Baez. Gros plan. Retour à nos invités Dalel Azzouz et Mounsouf Ben Hamouda pour parler d'agroécologie, d'agriculture de conservation. Nous essayons de débroussailler un tout petit peu le concept et je sais que vous allez être attentifs à ces idées. Voici Dalel Azzouz qui essaie de nous expliquer ce qu'est l'agriculture de conservation et comment elle est intervenue. Merci Serhat. Tout d'abord, je voudrais revenir brièvement sur un peu d'historique qui fait que après la Deuxième Guerre mondiale, on a vécu ce qu'on appelait la révolution verte, qui est basée essentiellement sur une production intensive et une utilisation excessive des intrants, à savoir les pesticides et les engrais. Cette utilisation intensive d'intrants
a été néfaste pour l'environnement. Elle a détérioré l'environnement, le sol, l'eau, la biodiversité, la forêt, et pourtant, elle n'a pas éradiqué la faim. Donc, la solution aujourd'hui, et c'est adopté même par les premiers responsables des Nations Unies, représentés par la FAO, pourrait être l'agroécologie. L'agroécologie peut être la solution pour nourrir le monde selon Da Silva, le secrétaire général de la FAO. Donc ça, c'est récent. Donc aujourd'hui, il est nécessaire de promouvoir une agriculture durable. Une agriculture qui permet un système alimentaire durable et qui préserve l'environnement. Et une agroécologie, le concept de l'agroécologie peut parvenir à l'éradication de la faim et à la préservation de l'environnement en même temps. Donc, Très bien. Alors, sur le terrain précis, je me tourne vers vous, Monsieur Ben Hamoud. Vous êtes chef de projet d'agriculture de conservation. Et sur le terrain tunisien, il y a au moins un projet qui est en train d'être développé actuellement. Oui, actuellement, on est vers la fin d'un projet qui a commencé en 2015 à propos de l'agriculture de conservation en pluvial. Mais l'expérience et l'expertise tunisienne, elle date depuis 1999. Ce n'est pas nouveau. Donc, si vous permettez, une petite définition conceptuelle. Parce que là, c'est une technologie. Donc, c'est, comme l'a dit ma collègue, c'est une façon de gérer les ressources naturelles pour produire et réussir un gain acceptable sans pour autant trop polluer l'environnement. C'est pour donner à l'homme, avec grand H, de vivre dans un environnement propre. Ça, c'est la définition conceptuelle. Mais toute technologie a une définition opérationnelle. Elle repose sur 3 principes simples. Ne plus labourer la terre, faire couvrir le sol par un mulch, que ce soit sec d'une culture précédente, soit planter une culture pour semer là-dessus, qu'on appelle plante de couverture. Et puis développer des rotations, soit statiques, comme les rotations en agriculture conventionnelle, soit dynamiques. Dynamique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un nouveau concept qu'on a développé en Tunisie. C'est qu'avec la pluie qui vient intense, soudaine, torrentielle, à tout moment, il faut bien profiter de chaque gouttelette d'eau. Donc il faut être opportuniste avec. Donc, et les Tunisiens ont développé le nouveau concept de l'agronomie d'opportunité, parce qu'il faut être... ça, c'est la définition opérationnelle. Reste après ça, vient le côté objectif. Les objectifs pour une technologie, c'est des techniques. Très bien. Mais pour parler de technique, il existe des techniques appropriées, ancestrales en Tunisie, comme les sourds dans le sud, comme les seg, comme les mejn. Et cela veut dire qu'on ne parle plus de ces techniques-là. Là, nous sommes dans des techniques nouvelles. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on va abandonner ces techniques-là. Parce que ces techniques, c'est pour la conservation de l'eau. Ce n'est pas la conservation du sol. Alors vous êtes de l'école de la conservation du sol d'abord. Sol en premier lieu. C'est-à-dire que le sol va être le réservoir d'eau. Exactement. Et comment faire ça? C'est aux Tunisiens de développer leurs propres techniques. Et on est capable de le faire. Alors, le terrain sur lequel vous travaillez, sur lequel vous développez ces projets pilotes, disons, ça se passe dans le nord de la Tunisie, je suppose. Puisque c'est du pluvial. Le pluvial, le projet, il gère un peu du Kef jusqu'à Bizerte, des agriculteurs, des sites. Haute-vallée et basse-vallée de la Majorelle. Ce qu'on appelle l'aride, le semi-aride,
l'aride, semi-aride, l'humide, le subhumide. Parce que la force de l'AC, c'est l'agriculture de conservation, c'est qu'elle est une alternative pour les extrêmes, température et eau. D'accord, Voilà. Très bien. Quelque chose à ajouter? Oui, peut-être pour parler aussi d'agroécologie. Il faut tenir compte que c'est un système de culture qui n'est pas un paquet qui va être utilisé d'une manière identique d'un agriculteur à un autre. C'est plutôt apprendre à l'agriculteur comment gérer son exploitation et ses méthodes d'intervention, sa méthode de culture, selon sa parcelle, selon son objectif et selon les conditions climatiques où il vit. Donc, c'est du cas par cas. On doit lui apprendre à raisonner, comment valoriser au maximum les conditions où il se trouve pour atteindre un objectif bien déterminé. Donc, votre mission, c'est le transfert des résultats de recherche vers les agriculteurs, voilà. Et vous le faites au cas par cas. C'est bien ça? C'est presque. Parce que le cas par cas, il faut qu'on développe ce qu'on appelle l'agronomie de zone et l'agronomie de site. C'est délicat pour le moment. Il faut travailler sur la formation au niveau de l'école. Mais ça n'empêche qu'avec quelques agriculteurs qui ont un niveau scientifique, surtout, parce qu'on a des travaux expérimentaux au niveau de la ferme. Ce n'est plus comme avant, au niveau de la ferme expérimentale qui font partie des biens de l'État. Donc, la ferme devient une station expérimentale. Pourquoi? Pour la nouvelle méthode de transfert de technologie qui est purement tunisienne, elle repose sur deux principes. L'agriculteur et les décideurs. Il devient le décideur. Et l'agriculteur, il devient un expert. Et l'agriculteur, il devient un agrégateur. Agrégateur, ça vient du mot sol, agrégation de sol. Donc, c'est un terme utilisé pour ça. Et puis, c'est lui le premier vulgarisateur dans l'école ancienne. Pourquoi? Parce que la fierté de l'agriculteur qui réussit font des autres l'audience qui écoute, c'est-à-dire la force d'un agriculteur qui réussit fait de lui l'expert qu'il faut écouter. Donc c'est une nouvelle façon de voir le transfert. Voilà. Très bien. Et en matière de transfert, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous mesurez ce que vous êtes en train d'apporter aux agriculteurs? Bon, au fait, le transfert, il peut être mesuré grossièrement, grosso modo, par l'évolution des productions, par le taux d'adoption des nouvelles technologies. C'est la réussite, le retour de l'agriculteur chez vous pour demander encore une information technique et scientifique. Et il y a du retour. Oui. Il y a certains agriculteurs leaders qu'on appelle et qui sont eux l'objectif et l'axe de cette nouvelle approche. Elle tourne autour de l'agriculteur leader qui sera lui qui rayonnera sur ses voisins, lui qui outil de transfert. Et lui aussi, il est en interaction avec les chercheurs et les développeurs pour échange, parce que même le savoir-faire de l'agriculteur, il est à considérer, parce qu'il ne vient pas de rien. Il a sa raison, pas le savoir-faire ancestral, il a sa valeur. Tout à fait. Alors, est-ce que les agriculteurs, Monsieur Ben Hamoud, sont perméables à ces nouvelles techniques, voilà, à cette approche? L'approche assez nouveau, actuellement, c'est les agriculteurs qui ont un certain niveau technique, un niveau financier. Parce que le transfert de technologie, il est dans l'histoire fait entre pays, et puis au sein du pays, c'est plus difficile le transfert de technologie au sein du pays. Pour le modèle, l'expertise tunisienne, on a commencé le transfert
du Brésil, des États-Unis, d'Australie, mais avec des agriculteurs qui ont les moyens. Et on a laissé l'approche ou bien la méthodologie pour la petite technologie paysanne après l'adoption ou bien de l'État et le développement d'une stratégie reconnue par le ministère. Parce que l'État est toujours le père des pauvres. Donc, on a le modèle, mais on ne l'a pas commencé. Et jusqu'à maintenant, uniquement les exploitations qui dépassent 100 hectares, 105 agroéconomiquement, des études faites au millimètre près. Et ils ne peuvent pas acheter le semoir qui est de haute technologie, la haute technologie maintenant, ce n'est plus les Américains, c'est les Brésiliens. Et ça coûte énormément cher pour un exploitant. Mais comme la plupart des agriculteurs, ils sont habitués par l'assistance et les subventions, ils ne vont pas adopter facilement cette technologie. Mais cette technologie, elle a donné ses résultats. Primo, c'est une technologie qui réduit le coût de production. L'agriculture conventionnelle, elle ne peut plus réduire le coût de production. Donc, pour nous, pour les Tunisiens, on est capable de réduire le coût de production. Et une autre chose, une chance pour la Tunisie, et j'espère qu'elle ne le rate pas, parce qu'on a beaucoup raté pas mal de tournants scientifiques. C'est qu'on peut commencer, à part 3 à 4 grands pays, avec tout le monde kiff-kiff. C'est-à-dire, les pays méditerranéens n'ont pas de lacets plus développés que la Tunisie actuellement. Voilà, je m'arrête là. Peut-être je voudrais revenir sur les approches de transfert ou de vulgarisation pour simplifier les termes. Jusqu'aujourd'hui, on a adopté une approche qu'on appelle verticale. C'est-à-dire, le scientifique, il produit le savoir, il le traduit en publication, en rapport. Ce savoir, il est transmis à des structures, à des agences de vulgarisation ou des directions techniques qui est dotée de développeurs, de techniciens et de vulgarisateurs. Ces vulgarisateurs, eux, ils sont en contact avec l'agriculteur et ils vont transmettre ces informations. Donc, l'information en cours de route, elle peut se perdre. Bon, ceci étant, cette approche a enregistré ses résultats, mais elle connaît ses limites. Nous avons vécu une amélioration des rendements, tout ça, une amélioration de la technicité de certains agriculteurs, tout ça. Mais aujourd'hui, il est temps de penser une autre approche. Et c'est dans ce cadre qu'on a ce projet. Alors, dans ce cadre et dans ce projet, quels sont les résultats effectifs aujourd'hui? Il nous reste 4 petites minutes. Oui, ce projet, on est en train de construire une coopération durable entre les différents partenaires, différents acteurs, à savoir le scientifique, le développeur, l'agriculteur. Et ça permet une interaction efficace et durable pour le secteur, disons. L'agriculture de conservation a été un projet pilote qui est utilisé comme outil, un support pour essayer cette approche. Donc, ce nouveau mécanisme basé sur l'agriculteur leader et le site scientifique, il commence à donner ses résultats, parce qu'on a aussi deux autres projets et que certains agriculteurs qui n'ont pas été intégrés dans le projet, parce qu'on ne peut pas faire intégrer tous les agriculteurs, ont réclamé d'être intégrés. On a une demande parmi les agriculteurs à être intégrés dans cette approche. Donc, ceci étant un projet pareil et nécessite de l'argent, coûteux, et c'est ça, en quelque sorte, ce qui entrave généralement le projet de transfert ou le projet de vulgarisation des résultats. Mais c'est un projet que vous développez avec l'Union européenne. Ouais. Oui, c'est grâce à un financement européen sous forme d'un don qui vient dans le cadre du soutien du programme d'appui aux politiques en matière de l'eau. Donc c'est pour cela qu'on raisonne haut
dans le sol. Voilà, et comme le disait si bien Monsef Ben Hamouda, donc l'eau compte beaucoup, le sol compte beaucoup également. C'est cette perspective qu'il faut changer. Oui, le sol, le premier. Puis, si on n'a pas de sol, la pluie, elle va revenir un jour ou l'autre, d'une façon ou d'une autre. Mais le sol, une fois il est allé au oued, c'est fini. C'est une force non renouvelable pour le pays. Et la matière organique est sur ce sol. Voilà, la matière lacée, elle reconstitue le sol. Elle ne le conserve pas. C'est différent en tant que raisonnement. La reconstitution du sol, c'est, par exemple, donne la chance future aux agriculteurs d'être payés à la séquestration de carbone dans le sol, et l'agriculteur tunisien doit être payé. Donc, pour moi, on doit aller vers une agriculture de carbone. Donc, les biens de la C, ça dépasse la ferme. C'est en dehors de la ferme. Par exemple, les routes, quand on conserve les routes, moi, j'ai fait des milliers, des centaines de milliers de kilomètres de travail terrain. Une simple pluie de vent, que les petites pistes ne sont plus. Cette agriculture de conservation, elle peut être utile pour conserver le sol et protéger les routes. Ça, c'est un gain pour le budget national. Il y a des pays qui pratiquent ça. Donc, et puis, il faut penser que l'agriculteur soit payé pour les services environnementaux qu'il donne au pays. Comment il faut développer une loi, des lois et tout. Donc, c'est une nouvelle philosophie. Voilà, une nouvelle philosophie, de nouvelles perspectives. Voilà. Un débat que nous ne faisons qu'ouvrir aujourd'hui. Voilà. Je vous remercie pour toutes ces indications. Donc, au moins, s'il y a une idée force qui pourrait passer aujourd'hui, c'est qu'il faut faire attention au sol autant que nous faisons attention à l'eau. Nous avons 30 secondes. Oui, je voudrais ajouter que l'agriculture de conservation ou l'agroécologie nécessite, c'est impératif, un cadre législatif. Aujourd'hui, dans le monde, il y a une trentaine de pays qui ont déjà adopté un cadre législatif pour ce type d'agriculture. Et la Tunisie ? Tunisie, on est encore loin. On est encore loin. On n'a même pas une banque qui peut contracter les fonds du monde pour avoir drainé de l'argent, même pour la recherche et le développement en Tunisie. J'ai entendu parler que la banque Amen, elle développe un dossier pour ça. C'est une des béline de dollars pour la Tunisie. On est le mieux placé au niveau arabe et au niveau africain. Merci beaucoup, Monsef Ben Hamoud. Et je rappelle que vous êtes enseignant, que vous êtes professeur de physiologie de production agricole à l'école agricole du KEF et également chef de projet en agriculture de conservation. Merci beaucoup à vous également, Dalel Azouz. Vous êtes de l'IRESA, l'institution de recherche et enseignement supérieur agricole. Et puis, essayons d'en reparler dans d'autres occasions pour vulgariser un peu plus ces concepts qui peuvent être porteurs d'avenir. Merci beaucoup. Merci. Merci.